Bonsoir Agnès Levallois. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, l'IREMO. Et on va partir avec vous en Égypte, où le président de la République est en déplacement pour 3 jours. C'est un des rares voyages à l'étranger qu'Emmanuel Macron s'autorise en pleine crise des Gilets jaunes. On imagine donc que c'est un déplacement extrêmement stratégique. Oui, c'est un déplacement important pour le président français car l'Égypte est proche d'un certain nombre de conflits d'un point de vue géographique, de lieux comme la Libye, comme la Syrie, comme Gaza. Et donc, il s'agit pour la France de maintenir un dialogue avec ce pays qui est concerné aussi par le règlement de ces crises, comme la France peut l'être aussi pour des raisons historiques et stratégiques. Alors, on va revenir sur ce rôle de pivot de l'Égypte. Mais avant de développer avec vous ces enjeux, il y a une question sur laquelle le président de la République est revenu cet après-midi en conférence de presse. C'est la question des droits de l'homme. Et c'est un sujet qui avait déjà mis Emmanuel Macron dans l'embarras il y a un peu plus d'1 an. Oui, on se souvient que lors de la visite du président Sisi en France en octobre 2017, la question des droits de l'homme n'avait pas été abordée, même si le président avait quand même dit que la question avait été abordée discrètement en tête-à-tête avec le président égyptien. Il avait dit qu'il n'était pas là pour donner des leçons. Voilà, c'est ce qui avait été dit. Voilà, et donc ça avait fait quand même réagir les associations des droits de l'homme, puisque la situation des droits de l'homme en Égypte s'est fortement dégradée, déjà depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et depuis un peu plus d'1 an donc, de cette fameuse visite, la situation ne s'est pas améliorée, loin de là, d'où la nécessité aujourd'hui pour le chef de l'État français d'en parler. Il ne pouvait pas faire l'impasse indéfiniment lorsque l'on voit les rapports des organisations des droits de l'homme qui sont catastrophiques. Alors justement, peut-être revenons sur la vie des Égyptiens là-bas. Aujourd'hui, on peut vivre librement ? Alors on peut vivre, simplement il ne faut rien dire et on voit bien aujourd'hui que non seulement les frères musulmans qui sont visés par toutes les mesures de répression, mais qui aujourd'hui vont au-delà des frères musulmans, puisque tous les jeunes révolutionnaires qui avaient pris leur place lors de la révolution 2011 sont aussi visés par toutes les mesures de répression, et que le fait de critiquer aujourd'hui ce pouvoir, la stratégie de ce pouvoir, peut vous conduire immédiatement en prison. Donc on a un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui, de chercheurs égyptiens qui soit ne travaillent plus, soit sont partis, parce qu'ils me disent, et des contacts que j'ai avec un certain nombre d'intellectuels sur place, c'est que la situation est bien pire qu'elle ne l'était en 2010, à savoir que toute personne a vraiment peur de s'exprimer en sachant que le risque est pratiquement immédiat de se retrouver en prison ou en tous les cas, tout au moins, sérieusement embêté. Là, vous dites que la situation est pire qu'avant les printemps arabes. Est-ce que ça veut dire qu'il ne reste rien de cette révolution ? Non, on ne peut pas dire qu'il ne reste rien et vraiment je m'élève en faux contre cette façon de voir les choses. La révolution a eu lieu, il y a eu un mouvement de contestation très fort, le départ de Hosni Moubarak était une demande des manifestants. Donc là nous sommes dans une période de transition avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'il y a des avancées, par moments le sentiment de retour en arrière, mais qui ne sont pas des retours en arrière dans le sens où le fait que les Égyptiens soient descendus de la rue et obtenu ce qu'ils ont obtenu est quelque chose d'absolument, est un acquis et ça, personne ne reviendra sur cet acquis. Donc maintenant, simplement, nous sommes dans une période de transition avec le temps que des ajustements se fassent. Alors justement, le président Sisi dit nous ne sommes pas comme l'Europe ou comme l'Amérique, on ne peut pas imposer à toutes les sociétés un seul chemin, n'oublie pas que nous sommes dans une région troublée. C'est comme ça qu'il semble justifier la répression. Oui, alors ça c'est l'argument qui est toujours employé par ce genre de régime, à savoir, de toute façon, il y a le chaos à nos frontières, référence à la Libye, donc nous devons d'avoir une attitude très, très dure et très raide sur ces questions des droits de l'homme. On voit bien que c'est un prétexte. N'oublions pas que le président Sisi est avant tout un militaire, qui avait toute sa carrière de militaire et qui a des réflexes de militaire sans avoir vraiment de connaissance ou en tous les cas de conception de ce qu'est la politique. Donc il réagit aussi en tant que militaire, c'est l'ancien chef des services aussi de renseignement, donc il a une vision quand même très particulière de la gestion du pays, et comme l'environnement effectivement régional est plus que troublé, ça lui donne tous les arguments pour mettre en avant que de toute façon il n'a pas de choix et que la seule stratégie à avoir c'est la répression, alors que l'on sait très bien qu'une seule stratégie de répression ne peut que conduire à plus de radicalisation de la part de ceux qui s'opposent, et donc on est dans un cercle vicieux et non pas dans une dynamique vertueuse qui permettrait de faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place autour de la table
politique. Alors malgré tout, Emmanuel Macron a tenu à ce voyage, à ces rencontres. L'Égypte est un allié incontournable, indispensable pour la France. C'est ce que vous disiez en début d'émission. Alors c'est vrai que la France a toujours eu des liens quand même privilégiés avec l'Égypte. C'est un poids lourd de la région, c'est une puissance régionale. Cette puissance a été un peu mise de côté au lendemain de la Révolution parce que les problèmes de la situation intérieure étaient tellement graves que l'Égypte n'avait pas forcément le temps de s'intéresser aux questions régionales. Aujourd'hui, on voit un Sisi qui veut retrouver sa place de puissance régionale, trouver sa place à côté d'autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi la France se rend compte qu'on ne peut pas faire abstraction de l'existence de l'Égypte. Loin de là, l'Égypte est au cœur des questions régionales. Elle a un rôle en Syrie, à Gaza. Alors, elle a surtout un rôle en Libye et à Gaza, mais on voit aujourd'hui, et c'est sûrement un des sujets de discussion entre le président Macron et le président Sisi, c'est que faire du devenir de la Syrie lorsque l'on sait que l'Égypte serait prête à renouer le dialogue avec Bachar el-Assad, alors que la France est toujours dans une logique, on ne peut pas pour l'instant discuter avec ce régime tant qu'il n'y a pas une transition politique. Et donc je pense que pour le président français, c'est important aussi de pouvoir échanger sur cette question syrienne qui est essentielle. Et le dossier libyen est un dossier aussi très important, puisque la Libye a une frontière avec l'Égypte. Et donc la France est quand même très impliquée dans la tentative de règlement de la crise libyenne, à travers en particulier le rôle que peut jouer l'envoyé spécial de l'ONU, Hassan Salamé, en Libye. Donc on voit bien que pour ces différents sujets, et la question de Gaza qui est catastrophique en termes de situation intérieure à Gaza, et donc pour toutes ces raisons, effectivement, le président Macron souhaitait en parler avec le président Sisi. Et maintenir des liens. Alors au milieu de ces discussions stratégiques, il y a les ventes d'armes. L'Égypte est le premier client de la France dans le secteur de l'armement. Ça aussi, c'est une vraie question qui a agité les ONG, mais sur lesquelles vont venir, que ce soit les deux homologues ou les chefs d'entreprise qui sont dans le pays. Alors c'est vrai que là, depuis l'arrivée de Sisi, il y a un renforcement de la relation militaire avec justement cette vente d'armement, les Rafales en particulier. L'Égypte a été un des premiers pays à acheter les Rafales. Oui, un des premiers, effectivement. Et donc ça, c'est quand même pour l'industrie française, en tout cas, c'est très important. Donc on peut que se réjouir que la France puisse vendre de l'armement. Mais c'est vrai que tout ça doit être extrêmement encadré pour éviter aussi que ces ventes d'armement ne servent à de la répression interne. Et ça, c'est un des sujets qui a été abordé par le président Macron, puisque pour la France, c'est quand même un sujet qui est problématique et dont les associations de droits de l'homme se sont emparées pour justement critiquer la vente d'armes inconditionnelle que l'on a pu avoir avec l'Égypte. Alors, pendant ces 3 jours, Emmanuel Macron est aussi là pour améliorer et entretenir le business entre l'Égypte et la France. On ne le sait pas forcément, mais c'est vrai que le marché égyptien est extrêmement stratégique pour les entreprises françaises. Alors c'est vrai qu'il y a une tradition, il y a vraiment des liens très forts entre les deux pays, entre la France et l'Égypte, et ces liens, on les a vus avec la construction du métro au Caire, par exemple, qui a été construit par la France il y a maintenant de nombreuses années, et qui a quand même sérieusement amélioré la vie au quotidien des Égyptiens, puisque les embouteillages dans cette ville sont absolument catastrophiques. Et aujourd'hui, il y a une extension. Il y a une extension de ce métro, exactement. Par des groupes français. Exactement. Donc là, il y a vraiment un intérêt pour les entreprises françaises. Il y a aussi tout le développement de la coopération dans le domaine de l'éolien, puisque l'Égypte rencontre régulièrement des problèmes d'électricité très graves. Et donc, la fourniture d'éolien avec un pays désertique, avec beaucoup de soleil, ça permet de fournir l'électricité. Donc là aussi, on a des entreprises françaises qui sont extrêmement présentes. Donc, il y a un marché pour la France intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Égypte bénéficie de conditions financières importantes de pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui soutiennent d'un point de vue politique le président Sisi et donc qui aident ce pays d'un point de vue économique, puisque la situation économique de l'Égypte est problématique. Et donc là, ça permet aussi à ces entreprises françaises de savoir que les contrats seront honorés grâce à cette aide significative. Est-ce qu'on a des concurrents sur place? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont là aussi? Bien sûr, il y a les starting blocks. Il y a beaucoup de pays qui sont là. Les Italiens sont là, mais les Chinois sont également extrêmement présents. Il y a une vraie stratégie de la part des Chinois. Les Russes ne sont pas très loin. Les Américains, bien évidemment, ont des intérêts aussi. Donc il y a une concurrence qui est forte, mais on voit bien aujourd'hui que le président Sisi souhaite accorder une certaine peut-être préférence dans certains domaines, en tous les cas, aux entreprises françaises, d'où aussi l'importance de ce déplacement actuellement du président avec des hommes d'affaires. Eh bien merci Agnès Levallois. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur cette mesure qui fait débat, la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes départementales. Le gouvernement va-t-il lever le pied? Les bons chiffres de la sécurité routière qui sont à un plus bas historique ne suffiront peut-être pas à sauver cette mesure phare. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Ne bougez pas.